Dans cette séquence, on va s'intéresser à deux sujets de baccalauréat dans la thématique contraction et apport d'énergie. Le premier sujet s'inscrit dans la thématique produire le mouvement, contraction musculaire et apport d'énergie, et on va s'intéresser au lien entre le stockage du glycogène et la synthèse d'ATP. On nous rappelle en en-tête de ce sujet que la contraction musculaire nécessite de l'ATP comme source d'énergie. On nous rappelle aussi que cet ATP n'est pas stocké, il est produit en continu par les cellules. On nous demande donc de présenter les mécanismes aboutissant à la synthèse d'ATP en continu par respiration cellulaire dans les cellules musculaires à partir du glycogène stocké dans différents organes. Il faut donc montrer comment la synthèse d'ATP s'effectue en continu par respiration cellulaire uniquement. On n'abordera pas les modalités de la fermentation. On montrera comment les cellules musculaires sont organisées pour permettre cette production d'ATP et comment ce glycogène peut être stocké dans différents organes pour fournir du glucose aux muscles. On va donc aborder le glycogène intramusculaire et les réserves de glycogène intrahépatiques. Alors voici le plan que l'on peut proposer, il en existe évidemment bien d'autres. On peut commencer par montrer comment fournir du glucose aux cellules musculaires pour assurer la production d'ATP. On va commencer par montrer l'organisation fonctionnelle de la cellule musculaire. On va s'appuyer sur la fibre de type 1, qui est la fibre qui réalise la respiration, une fibre musculaire aérobie. On va montrer qu'elle contient des mitochondries, c'est-à-dire des organites impliqués dans la respiration, qu'elle possède un hyaloplasme et qu'elle possède des réserves de glycogène musculaire. On va aussi montrer la mobilisation de ce glycogène musculaire en montrant que des enzymes interviennent et permettent de transformer ce glycogène en glucose disponible pour produire de l'ATP. Enfin, on va montrer qu'il existe des apports de glucose par la circulation sanguine parce que ces réserves de glycogène intramusculaires sont limitées. On va montrer qu'il existe des organes sources capables d'apporter du glucose, en l'occurrence le foie avec ses réserves de glycogène, que ce glucose va être amené par la circulation sanguine générale et que des échanges vont se faire au niveau des capillaires sanguins pour apporter du dioxygène et des nutriments, en l'occurrence du glucose, à nos cellules musculaires. On va donc montrer ensuite comment on peut maintenir cet apport continu de glucose sanguin pour permettre la synthèse continue d'ATP par respiration cellulaire. On peut rappeler que la consommation de glucose par le muscle fait baisser la glycémie et qu'il va y avoir des capteurs de ces variations glycémiques qui vont permettre de réguler la glycémie. On va donc devoir évoquer le rôle du pancréas, des îlots de Langerhans, des cellules alpha qui vont produire du glucagon et des cellules bêta qui vont diminuer leur production d'insuline. On va montrer l'action du glucagon, c'est-à-dire qu'on va montrer comment le glucagon permet la synthèse de glucose à partir du glycogène hépatique. On va montrer comment le glucagon permet de mobiliser les réserves de glycogène dans le foie, que ce glucagon se fixe à des récepteurs sur les cellules hépatiques, que le glucagon permet l'activité enzymatique d'enzymes qui vont permettre la transformation du glycogène en glucose, et que le glucagon permet la libération de glucose dans le sang. On évoquera les transporteurs transmembranaires de glucose, les transporteurs GLUT. On abordera pour terminer les modalités de production d'ATP dans la cellule musculaire par respiration cellulaire. On va montrer dans un premier temps qu'une première réaction se déroule dans le hyaloplasme des cellules, c'est la glycolyse, où on montrera le rôle des coenzymes NAD+, et une glycolyse qui permet de fabriquer 2 molécules d'ATP. On aborde ensuite le cycle de Krebs qui se déroule dans la matrice mitochondriale, qui va lui aussi faire intervenir des coenzymes NAD+, et qui va permettre la production à nouveau d'ATP. Et on termine par la chaîne respiratoire dans les crêtes mitochondriales qui correspond à la régénération des coenzymes. On va évoquer l'existence d'un transfert d'électrons à partir des coenzymes qui ont été réduits au cours des étapes précédentes. On va évoquer le rôle du dioxygène qui a été amené par la circulation sanguine
Et on va évoquer la production très importante d'ATP au cours de cette dernière étape de la respiration cellulaire. On a donc, avec un tel sujet, présenté les mécanismes aboutissant à la synthèse d'ATP en continu par respiration cellulaire dans les cellules musculaires à partir du glycogène stocké dans différents organes. Dans le deuxième sujet, il s'inscrit toujours dans la thématique produire le mouvement, contraction musculaire et apport d'énergie. On nous rappelle ici que les mouvements, qu'ils soient réflexes ou volontaires, sont possibles grâce aux muscles. Ce sont des organes qui peuvent se raccourcir tout en gardant le même volume à partir d'une production d'énergie. Ils vont ainsi générer une force de traction entre les segments auxquels ils sont attachés. Ainsi, par exemple, quand le biceps se contracte, il se raccourcit et rapproche l'avant-bras de l'épaule. On nous demande d'expliquer les mécanismes de l'échelle moléculaire à celle de l'organe qui permettent à un muscle de se contracter après qu'il ait reçu un message nerveux. Alors ici, on a un sujet qui est assez complexe. On nous demande d'abord d'évoquer différentes échelles, de l'échelle moléculaire à celle de l'organe. Celle de l'organe, c'est le muscle. L'échelle moléculaire, ce sont les molécules d'actine, de myosine, et puis il y a des échelles intermédiaires, l'échelle cellulaire par exemple, avec la cellule musculaire et son organisation fonctionnelle. On doit montrer les mécanismes qui permettent aux muscles de se contracter, là aussi à différentes échelles, évoquer le message nerveux qui va entraîner cette contraction musculaire, et dans l'entête du sujet, on nous évoque la nécessité d'une production d'énergie pour permettre cette contraction musculaire. C'est donc un sujet qui est riche, avec des éléments à développer plus ou moins en fonction du temps dont on dispose. Alors on peut proposer dans un premier temps d'aborder le fonctionnement de la jonction neuromusculaire. On pourrait commencer par une autre partie évidemment. On va montrer d'abord l'existence d'une plaque motrice et d'une unité motrice, c'est-à-dire montrer la relation entre un motoneurone et un muscle, ou entre un motoneurone et des fibres musculaires. On peut rappeler qu'une fibre musculaire ne reçoit l'information que d'un seul motoneurone, mais que le motoneurone, lui, va se connecter à plusieurs fibres musculaires différentes. C'est ce qui constitue l'unité motrice. On va aborder ensuite le message nerveux moteur. On va rappeler qu'il s'agit d'un message de nature électrique ou bioélectrique, qui est codé en fréquence de potentiel d'action. Et lorsque ce message nerveux moteur arrive au niveau de la terminaison synaptique, de la synapse neuromusculaire, il va déclencher une exocytose de neurotransmetteurs, en l'occurrence d'acétylcholine. Ces neurotransmetteurs vont se fixer au récepteur de la fibre musculaire ou cellule musculaire. Cette fixation de l'acétylcholine à ces récepteurs postsynaptiques va entraîner de nouveaux potentiels d'action qu'on appelle des potentiels d'action musculaires, qui eux-mêmes vont entraîner la libération de calcium à partir du réticulum sarcoplasmique et que ce calcium va permettre la contraction musculaire. On aborde ensuite le mécanisme de la contraction musculaire au sens strict. On peut présenter l'organisation du muscle, des fibres musculaires et des myofilaments. On a donc ici différentes échelles d'observation et on peut faire le schéma du sarcomère avec l'agencement des filaments d'actine et de myosine. On aborde ensuite le raccourcissement du sarcomère au cours de la contraction. On va montrer comment le glissement des filaments fins d'actine le long des filaments épais de myosine concourt à raccourcir le sarcomère avec rapprochement des strisèdes. On montre ensuite les rôles de l'ATP et du calcium dans le mouvement de ces myofilaments, c'est-à-dire qu'on va montrer comment le calcium assure la libération des sites de fixation de la myosine sur l'actine et comment l'ATP permet le mouvement des têtes de myosine, et donc le raccourcissement du sarcomère. On aborde pour terminer la production d'ATP dans la cellule musculaire. On va développer plus ou moins en fonction du temps dont on dispose. On peut évoquer l'intervention d'une première étape qui est la glycolyse, qui est commune à la fermentation et à la respiration. On peut aborder l'existence de voies métaboliques anaérobies, celle de la fermentation lactique ou celle de la créatine phosphate. Et puis on peut aborder le cas de la respiration cellulaire avec
le cycle de Krebs qui se déroule dans la matrice mitochondriale et qui va permettre la production d'ATP, et la chaîne respiratoire dans les crêtes mitochondriales qui, elle, permet la production d'une grande quantité d'ATP. On a donc montré ici les mécanismes de l'échelle moléculaire à celle de l'organe qui permettent à un muscle de se contracter après qu'il ait reçu un message nerveux.